Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 18h31 sur Sud Radio avec une petite minute de retard, mais bon, c'est pas trop grave, hein, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Je vous rappelle nos éditorialistes, chers auditeurs. Salomon Malka, qui est journaliste et auteur de Elena Ferrante, à la recherche de l'année prodigieuse, publié chez Écriture. Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie, et Aude Amadou, ancienne députée et sportive de haut niveau. Frédéric. Allez, c'est parti. Nous, on avait une minute de retard, mais le gouvernement, par rapport à ce qu'on imaginait, au moins 12 heures de retard, parce mais que est-ce qu'il y a un remaniement? Oui, a priori, nous avons des infos. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Alors, Gabriel Attal à l'éducation nationale, en place, en lieu et place de Pape Ndiaye. Aurélien Rousseau à la santé. Aurore Berger aux solidarités. Les nominations marquantes ont déjà fuité. Nous pouvons donc avancer. Nomination également de Patrice Vergriette, ministre du Logement, de Philippe Vigier à l'Outre-mer. Nous savons que Marlène Schiappa quitte son ministère. Il y aura un conseil des ministres demain matin à 10h. Est-ce que le remaniement ministériel complet aura été? Ça serait bien. En tout cas, nous pouvons d'ores et déjà en discuter et nous vous reposons la question du jour. Oui, alors qu'est-ce qu'il est pour vous ce remaniement, chers auditeurs? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est décevant? Est-ce qu'il est sans intérêt? Alors justement, le temps d'aller sur mon Twitter, vous n'avez pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure. Il est à sans intérêt, à 85% pour vous. Mais quand même, il vous intéresse. Alors on file au standard 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous appeler, à réagir, etc. Puis on reçoit aussi Kevin Mauvieux. Kevin Mauvieux, vous êtes député RN de l'Eure. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Une réaction déjà. Quelques nominations, ce n'est pas complet, nous sommes d'accord, mais ça se resserre et beaucoup de proches d'Emmanuel Macron dans ce gouvernement. Exactement, et j'irai dans mon commentaire dans le même sens au final que vos auditeurs, à savoir qu'on est sur un remaniement qui en réalité est plus un ajustement et qui est totalement sans intérêt pour les Français. En réalité, si on devait prendre une image pour illustrer un peu ce qui se passe, on a un peu l'impression que là le gouvernement est en train de jouer aux chaises musicales, on change de chaise, on tourne, mais la musique derrière reste la même, et tant que la musique reste la même, rien ne change. Et je pense que le signal le plus important qui a été envoyé par rapport à l'image que je vous donne, ça a été le signal de dire on garde Elisabeth Borne, on garde la première ministre des 100 jours d'embrasement de la France, on garde Gérald Darmanin à sa place d'ailleurs, qui est aussi le ministre de l'embrasement, et on continue comme ça. Donc en réalité, effectivement, on croit qu'on va calmer quelques ardeurs dans le pays en changeant quelques noms, mais ça ne changera absolument rien parce que la politique restera la même. Kevin Mauvieux, vous restez avec nous, hein, on fait le tour de table avec nos vraies voix, vous intervenez aussi. Aude Amadou, est-ce que vous pensez que c'est le but et qu'il faut calmer les ardeurs, comme le dit Kevin Mauvieux justement, et que c'est le but de ce nouveau gouvernement? Moi, ce que j'aime en politique et ce qui ne se passe plus, c'est cette démagogie. À un moment, il faut arrêter d'être démagogue, c'est-à-dire faire dire ou faire ce que chacun aurait fait à la place de l'autre. On peut quand même dire que les mandats d'Emmanuel Macron ont été quand même marqués par une succession de crises. Aujourd'hui, on a quand même eu encore ces émeutes. Ces ajustements étaient attendus pour pouvoir répondre à cela. Mais politiquement parlant, on ne pouvait pas repartir sur un nouveau gouvernement avec les échéances qui arrivent très prochainement, c'est-à-dire cette loi sur l'immigration, qu'on sait qui va être très clivante à l'Assemblée nationale, et puis aussi la loi de finances et le budget de la France. Ouais. Donc de toute façon, en toute sincérité, de manière factuelle, que ce soit toutes les oppositions possibles et inimaginables, elles auraient toutes fait la même chose. Et je pense qu'il faut dire la vérité, et c'est ce qui se passe. Les oppositions, elles auraient fait la même chose de toute façon, Salomon Malka, selon vous ? Écoutez, j'ai l'impression, il y a une chose qui me frappe, c'est la manière dont ce casting est annoncé. Il y a un certain nombre de gens dont on annonce les noms, d'autres qui sont encore des sièges inoccupés, d'autres qui partent mais on ne sait pas qui va les remplacer. Par exemple, Marlène Schiappa, alors, elle était persuadée elle-même qu'elle allait rester et elle s'en va. C'est quand même assez... je veux dire, bon,
elle a réalisé un certain nombre de choses. On ne peut pas le nier. Pour le droit des femmes aussi. Pour les droits des femmes également. Le casting de Pape Ndiaye, je veux dire... Et de François Braun aussi. Il y a des... Oui. On peut s'interroger sur ce qui a été réalisé par Pape Ndiaye, ni même ce qu'il a voulu réaliser. Il arrive, on ne sait pas pourquoi, il s'en va, on ne sait pas pourquoi. Marlène Schiappa, elle n'avait pas que des ennemis. Moi, je confesse avoir eu un petit faible pour elle parce qu'elle était énergique et qu'elle était sympathique. Elle était bien aimée des journalistes, les gens l'aiment bien. Bon. Nous continuons ce tour de table à des vraies voix, puis on reparle avec Kevin Mauvieux qui est avec nous, le député Rassemblement National de l'Eure. Votre réaction sur ce remaniement, Sophie Gauguin? D'abord, quand on est ministre, je suis désolée, mais on n'est pas là pour être vu comme sympathique aux yeux des journalistes. Efficace. On est là pour agir pour les Françaises et les Français. Donc je comprends, elle a eu cette forme de ténacité, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour trouver des solutions. Et d'ailleurs, c'est elle-même qui le dit le mieux. Actuellement, elle dit Emmanuel Macron garde le cap et fait face. Donc tout est dit. C'est elle qui en parle le mieux de ce réajustement. C'est-à-dire qu'aucune nouvelle politique ne va être changée, alors que les Françaises et les Français l'ont déjà dit, avec des crises successives depuis les Gilets jaunes, dont on ne sort pas. C'est qu'il y a des problèmes de fond qui ne sont pas réglés. Et ça, les attentes sont fortes. Alors j'entends bien les cycles de gestion gouvernementale, mais on est au-delà de ça aujourd'hui. On attend d'autres réponses, un changement de cap. Kevin Mauvieux, je rappelle que vous êtes député RN de l'Eure. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est difficile à dire parce qu'on n'aurait probablement pas été dans la même situation que la situation qu'on connaît aujourd'hui. La situation qu'on connaît aujourd'hui, j'entends sur votre plateau, j'ai entendu deux personnes évoquer le fait qu'il y a eu plusieurs crises depuis les Gilets jaunes, les dernières émeutes et d'autres crises entre-temps qui ont généré le fait aujourd'hui de devoir changer de gouvernement pour pouvoir continuer à mener des réformes qui vont être difficiles, notamment la réforme sur l'immigration, le PLF qui va être à venir à l'automne, par exemple. Mais nous, sur le principe, on part du principe qu'on n'aurait pas connu ces crises. La dernière crise, c'est ce qui a fait partir cette histoire de 100 jours d'apaisement qui sont devenus 100 jours d'embrasement, c'est la réforme des retraites. La réforme des retraites, concrètement, on n'aurait pas eu, nous, ce problème-là au Rassemblement national parce que, d'une part, on ne l'aurait pas faite, on ne voyait pas la réforme des retraites de la même façon que le gouvernement, et quand bien même on aurait voulu faire la même réforme, on serait passé par référendum parce que c'est dans notre façon de penser, on l'a toujours dit, dès que le sujet est clivant, dès que c'est un sujet de société ou que c'est un sujet clivant, on redonne le pouvoir au peuple. Mais Kevin Mauvieux, oui, mais sur la stratégie, est-ce qu'il fallait prendre par exemple des gens d'opposition pour essayer de faire un gouvernement de réconciliation, puisque nous sommes en crise et ça a été dit plusieurs fois? Est-ce qu'il fallait des gens de la société civile? Est-ce qu'il fallait tout casser, un nouveau Premier ministre? La solution, c'est de rendre le pouvoir au peuple. Alors, si vraiment on voulait mettre en place une solution radicale, il fallait dissoudre l'Assemblée nationale, laisser les Français décider de la composition qu'ils veulent au Parlement et in fine dans le gouvernement. C'était la solution la plus radicale. D'accord, mais dans la mesure où ça n'a pas été fait, là... S'il ne veut pas en arriver là, la deuxième solution, ça aurait été, à mon sens, de garder le même gouvernement parce qu'on sait de toute façon que peu importe les ministres, le patron c'est Macron et que ça ne changera rien. Donc garder les ministres, mais par contre changer la méthode au niveau du Parlement et accepter de travailler en réalité avec les oppositions. Ça ne veut pas dire nous mettre ministres. Ça ne nous intéresse pas d'être ministre si c'est pour se faire forcer la main par Emmanuel Macron en tant que patron. Nous, ce qui nous intéresserait éventuellement, et je pense ce qui intéresserait les Français, ce serait que le Parlement tel qu'il a été envoyé par les Français soit respecté. Par exemple, à l'automne qui arrive, on va avoir le projet de loi de finances. L'année dernière, le Parlement n'a pas été écouté, il a été piétiné, il y a eu les 49.3 et nos amendements, même quand ils ont été votés, n'ont pas été retenus par la Première ministre. Par exemple, un symbole d'apaisement, ça aurait été de garder les mêmes ministres, et puis à l'automne de vraiment débattre du projet de loi de finances, d'accepter de conserver les amendements qui sont votés par l'ensemble des députés ou par la majorité des députés. Et si 49.3 est nécessaire, parce que peut-être qu'il sera nécessaire, sinon on n'a pas de budget, et si on n'a pas de budget, la France n'avance pas, ça on en a conscience, et bien dans ce cas-là, au moins aller jusqu'au bout et conserver tous les amendements votés. Envoyer des signaux comme cela. Et là, ce qu'ils sont en train d'envoyer, c'est on change des têtes, on prend les gens un peu pour des idiots, on change quelques têtes, mais en réalité, le patron reste le même. Au Parlement, il se passe toujours la même chose que ce qui se passe depuis le début de ce mandat, c'est-à-dire qu'on piétine les oppositions, et tout est fait
de façon morcelée pour faire passer des textes un coup à droite, un coup à gauche et réussir à avancer comme ça. Merci. Et ça, les Français n'en peuvent plus. Merci Kevin Mauvieux, vous êtes député Rassemblement National de l'Eure. Merci de nous avoir confié vos réactions après, alors, non pas l'annonce du remaniement, mais les nombreuses annonces qui donnent la grande tendance du remaniement, parce qu'on attend aussi, on va en parler dans un instant, Judith. Oui, tout à fait. Et puis, on file au standard, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. Nathalie, vous êtes toujours avec nous, vous êtes notre auditrice fil rouge du jour. Fil jour du rouge. Voilà. Kevin Mauvieux, qu'on vient d'entendre, il dit que le gouvernement envoie des mauvais signaux, qu'il prend des gens pour les idiots. Est-ce que vous avez l'impression d'être prise pour une idiote, vous? Ah oui, plutôt 2 fois qu'une. Pour quelle raison? Oui. De toute façon, on a quitté pour mon ministère, donc l'éducation nationale, monsieur Papendiaï qui n'a rien fait pire, était dangereux, avec des discours complètement farfelus et dangereux, à mon sens. Pour la laïcité, il ne s'est pas mouillé. Gabriel Attal, je pense, ne fera pas mieux. Je pense qu'en fin de compte, ça montre ce que le président est seul et qu'il n'a pas beaucoup de monde à mettre en place. Ouais. Et puis cette pauvre Madame Borne, elle est un souffre-douleur. Le président est seul, ou Damadou? Non, je suis pas d'accord. Après, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il va falloir instaurer un vrai collectif. Un des défauts quand même de la Macronie dans la mise en œuvre, c'est-à-dire c'est la communication en premier lieu. En deuxième lieu, ça reste quand même un manque de collectif. C'est-à-dire quand vous avez un gouvernement, un collectif. Un collectif. C'est-à-dire que vous avez une équipe et il faut jouer collectif. Aujourd'hui, chacun joue dans son coin. Comme dans le sport, quoi. Comme dans le sport. Et c'est une des grosses problématiques. Sauf le capitaine de cette équipe. Il reste Emmanuel Macron, il n'y a que lui qui peut décider justement de cette équipe qui l'entoure. Pourquoi, Sophie Gauguin, ça prend tant de temps? Alors, on n'a pas tous la réponse. C'est pas à moi qu'il faut la poser, cette question. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça fait beaucoup de tâtonnements quand Aude Amadou parle d'un collectif qui n'existe pas? Est-ce que cette longueur pour trouver les bonnes personnes, ça l'explique? C'est-à-dire que personne n'est dupe. Il y a des tractations politiques dans un remaniement. Et tout ce qu'on a entendu depuis 24 heures, c'est Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pas sur la même ligne de ce remaniement. Donc déjà, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord sur leur propre stratégie. Elle souhaitait, j'ai cru comprendre de ce qui est reporté dans les médias, que ce soit un vrai remaniement avec un vrai changement de cap. Lui, non. Donc déjà, ils sont pas d'accord. Donc, je trouve ça positif, justement. Ça augure de moments quand même assez compliqués quand on voit l'état du pays. Donc il y a des tractations politiques avec les partis amis. On voit bien qu'Emmanuel Macron se soucie aussi de sa succession en poussant Emmanuel Attal pour faire Gabriel Attal. On en a tous fait un ce soir. C'est pas mal. Et donc, il y a quand même des difficultés. Vous dites non, Aude Amadou? Non, c'est-à-dire que moi j'adore en fait tous ces discours politiques, j'en ai mangé pendant 5 ans, c'est-à-dire alors il y en a un qui va proposer l'Union nationale, mais quand on va proposer d'ouvrir, on va dire non. Hier, il y avait quand même une grosse réunion sur les JO avec quand même Estrosi, Laurent Wauquiez qui était en face du président et qui évoque à demi-mot ce serait pas mal qu'on fasse une Union nationale pour pouvoir ouvrir. Moi, je trouve. Il y a eu des retours là-dessus, mais et après on va dire Elisabeth Borne, c'est le toutou. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qui se dit du président. Là aujourd'hui, ils sont pas d'accord. Il y a une discussion, il y a un échange qui prend du temps. Moi, je trouve ça sain. Voilà. Ouais. Bon. Et je pense qu'il faut être cohérent par rapport à ses propos. J'ai dit que c'était compliqué. Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Mais je trouve ça toujours difficile, un remaniement. De toute façon, quels que soient les partis politiques, c'est toujours un moment d'hypertension. Mais encore une fois, je pense que le résultat de votre sondage et ce que disent les auditeurs, c'est qu'ils attendent des solutions, quoi. Voilà. Donc, la rentrée va être très, très attendue. Et sur l'éducation nationale, c'est déstabilisant pour le corps enseignant qu'attend beaucoup de réponses et qui, à 2 mois de la rentrée, se retrouve quand même dans un environnement très fluctuant. Salomon Malka, c'est une question simple. Est-ce qu'il fallait vraiment le faire, ce remaniement, et maintenant? Ça prend beaucoup de temps. Et pourquoi ça prend beaucoup de temps? Peut-être parce que Emmanuel Macron cherche les perles rares et que ils n'ont pas tout à fait la même conception de la perle rare avec Elisabeth Borne. Mais ça prend beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas de... Je rejoins ce qu'a dit Sophie, parce que il n'y a pas de cap.
il n'y a pas de cap qui a été fixé. Et non seulement il n'y a pas de cap, mais on a l'impression que on doute qu'il ait une conscience de l'ampleur des dégâts commis par les journées d'émeutes que nous avons vécues. En tout cas, rien dans la composition du gouvernement à laquelle on assiste ce soir en direct, rien ne permet d'indiquer que l'objectif est celui-là. Quand vous regrettez l'absence de cap, est-ce que vous auriez préféré finalement que, autour du 14 juillet, le président d'abord s'exprime, fixe le cap et ensuite fasse ce remaniement? Là, a priori, ça va être le contraire. Oui, c'est vrai qu'on attendait une parole le 14 juillet. Je suis de ceux qui regrettent qu'il n'y ait plus la garden party. Vous étiez invité dans le temps? J'étais invité systématiquement jusqu'à ce que ça s'arrête. J'ai jamais compris. Non, mais trêve de... Ouais. C'est pas pour les petits fours. Non, on a bien compris. Ils disent que c'est pour des raisons financières. Mais c'est faux, parce qu'il y avait une promotion de la cuisine locale, il y avait un brassement, il y avait des footballeurs, il y avait des gens des quartiers, il y avait, c'était pas seulement du beau monde. Prenez la parole. Voilà. Et en plus, se surajoute à cela le fait que Emmanuel Macron a arrêté de faire la fameuse grande interview du 14 juillet. Ouais. Ça aussi, c'est une erreur, à mon avis. On retourne un petit peu sur Twitter pour faire un point sur le sondage. Les auditeurs pensent toujours que ce remaniement ministériel est sans intérêt à 85%. Finalement, Aude Amadou, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une espèce d'ennui en fait et de désintérêt, parce que vous dites que les Français, c'est un peuple qui aime la politique, mais il y a quand même une espèce d'ennui profond de la part de cette population. Mais je pense que l'ennui profond, il provient de tous les politiques. C'est-à-dire qu'il y a une vraie perte de confiance en l'homme ou la femme politique en général. C'est pas la politique, c'est les hommes et les femmes politiques. Il y a un vrai manque de confiance. Quand on voit le taux d'abstention record sur les dernières présidentielles, je pense qu'on avait quand même un panel qui est très large. On est dans un pays, on avait plus de 10 candidats. On n'est pas dans un système où on est à l'anglo-saxonne ou à l'américaine, il n'y a que 2 candidats. C'est-à-dire qu'on avait quand même possibilité de choisir entre plusieurs programmes. Un taux d'abstention aussi important, je pense que chacun doit s'interroger sur sa responsabilité politique et aussi de ce qu'il véhicule. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai travail à faire. Le taux d'abstention, ça aurait gagné l'élection si c'était compté de Sophie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment faire pour baisser tout ça et pour redynamiser l'intérêt en fait des Français, quoi? Alors, on arrive à le faire au niveau local. Moi, je suis maire. Oui. On reste encore en proximité et tout de suite on voit les solutions. En région aussi beaucoup, parce que les régions ont des grandes capacités, des compétences à intervenir sur le quotidien, et on a complètement perdu la mobilisation des citoyens au niveau les taux d'abstention sont quand même plus importants sur des municipales ou des régionales. Enfin, il y a un moyen, il faut quand même... si, regardez les derniers sondages, le niveau d'abstention reste encore plus important. On parle de l'abstention. Du fait d'avoir la confiance. Quand vous faites les sondages d'opinion, les élus locaux, les maires restent encore ceux qui ont la plus confiance. Voilà, ils sont à portée d'œuvre. Puis tout de suite, on parle du quotidien des Français. On parle du quotidien. Et des résultats. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de résultats, on peut tout de suite On dit d'ailleurs que M. Gabriel... Juste Salomon, une réaction. Boris Vallaud est avec nous. Boris Vallaud, député du Parti Socialiste, pour réagir. Donc, non pas, on le rappelle, sur ce remaniement ministériel, mais sur ces premières infos importantes. Rappelons-le, Thomas Cazenave, qui est au compte public. Nous avons également Gabriel Attal, qui prend l'éducation. Aurélien Rousseau, qui est à la santé, départ de Marlène Schiappa. Voilà pour les grandes informations. Boris Vallaud est donc avec nous. Alors, donc on l'avait, ça a coupé, on revient. Alors Salomon, allez-y. Non, je voulais simplement préciser, Sophie est maire, et je sais j'ai appris que Gabriel Attal allait se présenter à la mairie de Paris ultérieurement, et personnellement, c'est un professionnel, donc il va s'adapter, mais je le vois plus comme maire de Paris que comme ministre de l'Éducation nationale. En tout cas, il y a un moment où il faudra choisir.
Est-ce qu'on est bien? Alors, je regarde le standard. Il y a un problème de ligne, il y a un problème de ligne. Vous voyez, bon, ça peut. Pour revenir sur la confiance, allez-y, Sophie Gaudin. je suis d'accord. C'est-à-dire il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Exactement. C'est la culture du résultat. Le problème en politique aujourd'hui, c'est on est sur des annonces. Après, il n'y a pas de suivi ni la mesure de l'effet de la politique publique. Et tant qu'on n'arrivera pas à changer ça, ce qu'on est capable de faire en local, au niveau national, on perdra cette confiance-là. Nous avons retrouvé Boris Vallaud, le député PS. Ça y est, ça marche. Merci. Bonsoir. Boris Vallaud, merci d'être avec nous. Alors, j'allais dire une réaction au remaniement. Il n'est pas encore effectif, mais nous avons les grandes tendances. Ces grandes tendances, votre réaction? D'abord, quand même, un élément qui est assez curieux, vous le faites vous-même remarquer. Maintenant, c'est les ministres qui annoncent eux-mêmes leur nomination. Il y a un côté un peu bricolage qui est assez intéressant, mais qui quand même dit quelque chose de la désorganisation de ce mouvement ministériel. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut constater? Bon, c'est la nomination des affidés, c'est l'ouverture jusqu'à la Macronie, donc rien ne change. Vous savez, on dit le président décide, les ministres exécutent. Le président continuera de décider, et les ministres continueront d'exécuter. Boris Vallaud, vous auriez aimé un gouvernement d'ouverture avec éventuellement des gens du Parti socialiste? Mais ça ne sert strictement à rien. Vous savez, tous ceux qui, venant de la gauche, pensaient apporter un supplément d'âme à l'équipe d'Emmanuel Macron, on a été pour leurs frais. Ils mènent la politique d'Emmanuel Macron, qui est une politique aspirée par la droite, par Nicolas Sarkozy d'ailleurs lui-même pour ce deuxième quinquennat assez largement. Donc j'allais dire, ça compte assez peu d'où vous venez dans cette équipe. Regardez quelqu'un comme Olivier Dussopt qui a combattu avec beaucoup d'ardeur ministre du Travail. La retraite à 62 ans à l'époque, a défendu la retraite à 64 ans une fois qu'il a été avec Emmanuel Macron. Bon, merci. Est-ce qu'il y avait grand-chose à en attendre? Non. Du coup, on n'est pas déçus. Bon, merci Boris Vallaud pour cette réaction à chaud avant même l'annonce officielle. Mais c'est vrai, c'est le paradoxe de cette journée. Nous n'avons pas encore le remaniement, mais nous savons. Voilà, et puis chers auditeurs, vous restez avec nous, l'émission continue. On fait un petit point sur le Tour de France, évidemment, toujours avec nos vraies voix du jour, juste après la pub, et puis surtout après. Ce sont les vraies voix qui font rouler la France pour vous. Alors aujourd'hui, c'est très intéressant. On va recevoir deux grands patrons, une grande patronne, Dorothée Bonassis, qui est directrice générale de Skoda France, et Patrick Gourvenec, qui est le patron, lui, de Mitsubishi France. On va